On est déjà au mois de mai et Creality a déjà sorti 3 nouvelles imprimantes et un nouveau laser. C'est simple, ils sortent plus de machines en une année que moi je peux faire de vidéos. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, ça peut parfois être problématique avec des sorties de machines un peu trop rapides et un suivi des machines existantes qui est un peu à désirer. Mais une chose qu'il faut quand même reconnaître, c'est que le service R&D de chez Creality est vraiment très efficace et que le budget R&D doit vraiment être conséquent. Parce qu'entre refaire des moules et des profils usinés sur mesure, eh bien tout ça, ça a un coût et il faut avoir les moyens de le faire. Salut YouTube, moi c'est Ludo et aujourd'hui je vais vous parler de la Creality Eye Combo. Alors si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Si vous me connaissez déjà et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous laisse 2 secondes pour pouvoir vous abonner parce que vous êtes aujourd'hui près de 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Et si vous aimez mon travail et que vous avez envie de me soutenir, eh bien je vous laisse corriger ça. Alors avant de commencer, et pour que les choses soient bien claires, cette machine m'a été envoyée par Geekbuying pour que je puisse vous la présenter. Je ne suis pas rémunéré, j'ai entière liberté pour dire ce que j'en pense. Ils m'ont envoyé la machine gratuitement et ça s'arrête là. Et vous aurez dans la barre de description juste en dessous tous les liens vers les produits dont je parlerai dans cette vidéo. Allez, pour commencer, je vais vous montrer le déballage de la machine et vous allez voir comment elle arrive chez vous. Alors pour la version combo, elle arrive dans un grand carton dans lequel vous trouverez tout d'abord le CFS, donc qui est le module 4 bobines, qui vous permettra d'imprimer en multicouleurs ou en multimatériaux. Tout est hyper bien calé avec des mousses de calage. Et on retrouvera sous la feuille de carton l'imprimante qui est partiellement montée. On aura donc le portique, une mousse de calage avec notice et support de bobine lorsqu'on l'utilise sans le CFS. Et puis on retrouvera la base avec tous les accessoires livrés avec la machine. Pour les accessoires fournis avec l'imprimante, on retrouvera de la graisse, un support pour tube PTFE lorsqu'on n'utilise pas le CFS, quelques outils, de la visserie et des caches en plastique, on verra plus tard à quoi ils servent. Une pièce en caoutchouc de rechange pour l'essuyage de la buse, des notices pour l'imprimante, le CFS, 2 câbles pour accorder le CFS à l'imprimante, des tubes PTFE, le hub pour pouvoir brancher jusqu'à 4 CFS, un cordon d'alimentation, un support de bobines lorsqu'on utilise la machine qu'avec une seule bobine sans le CFS, et enfin un petit échantillon de filament. Pour le montage de l'imprimante, vous verrez, c'est hyper simple, ça se fait en 10 minutes, vous avez juste à prendre le portique et à l'insérer dans les 2 compartiments qui sont faits pour ça, qui se trouvent de chaque côté de l'imprimante. Il y a 2 plaques dans le bas du portique qui vont se visser sur le châssis, il faudra faire attention à ne pas tordre le câble, et on verrouillera le montage avec 2 vis au niveau de la plaque, et une vis de chaque côté sur l'arrière du portique. Et pour cacher tout ça, on utilisera les 2 petits caches plastiques gris qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant que cette imprimante est montée, on va pouvoir faire le tour pour voir comment elle est faite. Alors tout d'abord, le châssis est un châssis en aluminium moulé et usiné, donc qui est vraiment très solide en monobloc. C'est une machine de type cartésienne avec un plateau bedslinger, c'est-à-dire qu'il se déplace selon l'axe Y. Et cette imprimante a la particularité d'avoir 3 types de roulements différents sur ces 3 axes. On retrouvera sur l'axe Y un premier rail linéaire en demi-lune avec des petites roulettes. C'est un système qui est plutôt fiable et robuste, mais qui a le désavantage de faire un peu plus de bruit. Sur l'axe Z, on a donc 2 tiges trapézoïdales qui sont cachées dans les profilés et qui sont a priori centrées par des rouvets slot. Et ensuite, on a la tête qui se déplace sur l'axe X sur un rail linéaire avec roulement à billes. Cet axe X comme l'axe Y seront eux entraînés par des courroies. La particularité sur cette imprimante, c'est que la courroie est intégrée au profilé de l'axe X et que le moteur est sur la partie arrière dans un capot
et inaccessible. On aura un gros câble qui viendra se raccorder sur ce boîtier qui permettra donc de raccorder tous les éléments du portique sur la carte mère de l'imprimante. Sur le côté droit de la traverse de l'axe X, on retrouvera une caméra avec une LED. Alors cette caméra a la particularité d'avoir un petit obturateur qui permet de la cacher et d'éviter qu'elle filme en permanence. Vous aurez probablement remarqué que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur une autre marque, d'ailleurs je en reparlerai à la fin de la vidéo. Et concernant cette caméra, la résolution est simplement dégueulasse. Si vous faites des timelapses, ils seront pas beaux. Et si vous faites du monitoring, je vous conseille de garder la lumière allumée parce que sinon vous ne verrez absolument rien. De l'autre côté de cette traverse, on retrouvera le système d'éjection des poux, comme ils disent en anglais, donc des petits cacas que l'imprimante peut faire lorsqu'on fait du multicouleur avec changement de couleur entre certaines couches. Le fonctionnement de ce système est assez simple, on a un petit réceptacle qui va recevoir la purge de l'imprimante et puis ensuite la tête va bouger et déplacer un petit système qui va chasser cette purge vers l'extérieur. Et je vous conseille donc de mettre un récipient dessous, sinon vous allez le retrouver avec des morceaux de filament partout. Vous allez voir après dans ce que j'ai imprimé, mais fourni dans l'imprimante, vous avez un fichier pour imprimer une petite poubelle qui se met à côté. Vous avez aussi un petit accessoire à imprimer que je n'ai pas fait, qui sert à se mettre sur le système d'éjection pour éviter que les purges volent partout. Elles vont être ralenties et elles vont être stoppées et elles vont tomber directement dans votre poubelle. Si jamais vous avez la version avec une seule bobine, il n'y aura plus qu'à installer le support de bobine sur le dessus avec le petit support de tube et ce sera terminé. Si jamais vous avez le CFS comme moi, il faudra que vous installiez le hub sur le côté. Alors il est fourni avec un double face et il faut le coller. Alors je pense qu'ils auraient pu trouver mieux. Et ensuite le brancher sur le CFS et le CFS sur l'imprimante. Et puis pour les PTFE, il faudra raccorder le PTFE qui était sur le support avec le support bobine, vous le mettrez à la sortie du hub et vous brancherez un de vos CFS, enfin le CFS que vous avez et les autres si jamais sur un des ports d'entrée du CFS. CFS pour vous rappeler, c'est un équivalent de l'AMS de chez Bambu Lab, donc c'est Creality Filament System je crois, donc c'est un système qui permet d'utiliser 4 bobines avec des couleurs ou des matériaux différents. D'ailleurs, c'est le moment de parler de ce CFS, donc il peut accueillir 4 bobines qui se déroulent et qui s'enroulent automatiquement, il y a des moteurs à l'intérieur. Vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 sur ce type de machine, comme sur la Creality K2+. On retrouvera d'ailleurs sur l'écran principal, en plus de la température et du taux d'humidité, le numéro du CFS utilisé. On aura une LED sur devant chaque bobine pour dire qu'il y a bien une bobine à l'intérieur. Alors, 2 particularités qu'on pourra trouver à l'intérieur de ce CFS. On aura des logements pour pouvoir mettre du gel dessicant, pour pouvoir déshydrater le filament, enfin déshumidifier le filament, puisqu'il n'y a pas de système de déshumidification à l'intérieur de celui-ci. Et puis on aura un système qui a l'air plutôt bien foutu, avec des palettes à ressort qui permet de plaquer la bobine sur le système d'entraînement de celle-ci et d'éviter que les bobines sautent et se déroulent ou s'enroulent mal, comme on peut l'avoir parfois sur l'AMS de chez Bambu, surtout avec les bobines en carton. Alors un truc qui est plutôt pratique, c'est que le hub de ce CFS, il est en dessous de la machine, il est accessible si jamais il y a un bourrage, un filament pété, on pourra démonter facilement. Contrairement à l'AMS, alors je vous ai jamais montré, mais en fait il faut démonter tout l'AMS pour pouvoir enlever le morceau de filament qui se trouve à l'intérieur. Ça a été modifié avec le nouvel AMS qui vient de sortir là, avec la nouvelle imprimante de chez Bambu. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de le démonter 2 ou 3 fois, là vous n'aurez pas le cas. Et sur la partie arrière, on aura donc les ports électriques qui vont permettre de brancher le CFS sur le hub et sur l'imprimante ou de brancher d'autres CFS entre eux. On aura donc un seul PTFE en sortie qui viendra se mettre sur le hub de l'imprimante. Ainsi, un point important, vous ne pourrez pas y mettre tous les filaments possibles. Il y a quelques filaments qui sont à proscrire, notamment les filaments comme le TPU, qui est un filament souple, qui ne sera pas en mesure d'être envoyé jusqu'à la tête d'impression, et le PVA et le BVOH, qui sont 2 autres types de filaments que moi j'utilise pas personnellement. Mais voilà, ça c'est des filaments qu'il faut éviter de mettre dans le CFS. S'il y a 2 autres choses encore que je peux rajouter sur ce CFS, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas de système de déshumidification, parce que en plus de ça, il est étanche, hein, on peut le voir. Sur les côtés, ici, là, on a tout un joint qui fait tout le tour et puis qui vient bien s'écraser
quand on ferme le CFS, et en plus de ça, on a un verrou de chaque côté qui permettent de bien le maintenir fermé. Et puis, un autre point, ce CFS, il est capable de lire les puces RFID des bobines, ce qui fait que quand vous allez insérer des bobines Creality, elles seront reconnues et directement présentes et prêtes à utiliser sur l'imprimante. Et si jamais vous n'avez pas de CFS, eh bien vous pourrez aussi lire ces puces RFID sur le côté de l'imprimante, puisque elle est équipée d'un lecteur de puces RFID. Au niveau de l'interface de cette imprimante, on aura un écran de 3,2 pouces qui a la particularité d'être orientable. On peut le plier vers l'arrière ou faire une rotation. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors après, je ne sais pas comment est mise la nappe à l'intérieur. Je pense qu'il vaut mieux éviter de trop le manipuler, mais en tout cas, une fois qu'on a trouvé la position de la machine, on n'y touche plus, mais on peut orienter pour que ce soit facile à utiliser. Au niveau des menus, pas de surprise, on retrouve la même chose qu'on avait sur les Creality K1, K1 Max, K1C, et puis la K2+, que je vous présenterai bientôt. Voilà, on a quelque chose qui devient récurrent chez Creality avec des interfaces qui se ressemblent et qui permettent de ne pas être perdu d'une machine à l'autre. Au premier démarrage, vous devrez choisir la langue et valider les conditions d'utilisation, choisir votre réseau et puis votre zone horaire. Ensuite, l'imprimante va lancer un certain nombre de tests et de calibrations, comme le réglage du cutter automatique, l'input shaping et puis l'auto-nivelage. Niveau slicer, vous pourrez utiliser Creality Print, donc qui est le slicer de Creality qui est copié sur Orca Slicer. Et puis quand tout sera dispo sur Orca, je pense que vous pourrez aussi utiliser Orca Slicer. Alors je suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui si tout fonctionne bien par rapport à la prise en main à distance, l'envoi de fichiers ou collection des timelapses et de la vidéo sur Orca. En tout cas, ça fonctionne sur Creality Print. Et on peut voir encore une fois que la qualité de la vidéo est vraiment pas terrible. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une application, je crois que c'est Creality Cloud, je sais plus, je vous mets le nom juste en dessous, j'ai oublié son nom, qui vous permet donc d'envoyer des fichiers vers votre imprimante, de la surveiller à distance, de l'arrêter, ou de la préchauffer. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Et puis vous avez une communauté aussi, un peu comme les Thingiverse, Cult, MakerWorld ou Printable, qui est accessible soit via le slicer, soit via l'appli, et vous pourrez lancer directement des impressions via ces interfaces. Un dernier point, avant de vous montrer les différentes impressions que j'ai pu faire avec cette imprimante, la taille du plateau, je vous en ai pas parlé, il fait 260 par 260 par 300, c'est un peu plus grand que la A1 de chez Bamboo Lab qui fait 256 par 256 par 256. Ils annoncent un plateau à 1000 watts qui doit chauffer hyper vite. Alors il chauffe vite, il est a priori en 230 volts, mais il fait pas 1000 watts. J'ai fait différents tests, la machine consomme à peu près 10 watts en stand-by, en pause, prête à imprimer. Et le plateau, il est plutôt autour de 750-760 watts. Alors je sais pas pourquoi ils annonçaient 1000 watts alors qu'elle les fait pas. Peut-être qu'ils se sont embrouillés et que la machine fait, elle, par contre, plutôt 1000 watts quand elle imprime, entre le plateau, la buse, les moteurs. Mais voilà, le plateau, lui, ne fait pas 1000 watts, il fait plutôt autour de 750 watts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les caractéristiques techniques de la machine. J'ai pas ouvert le boîtier électrique pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Je suis pas certain que c'est quelque chose qui vous attire tout le temps. Bref, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais pas en parler. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien je corrigerai ça pour la prochaine vidéo où je ferai un short où je vous en parlerai. Alors bien sûr, comme toutes les machines du marché maintenant, l'imprimante est équipée d'un système d'auto-nivellement et d'un système de compensation des vibrations. Pour le système de nivellement, c'est un capteur de force qui n'est pas sur le plateau mais qui est installé au niveau du hot-end. Donc il mesure la force exercée sur le hot-end au lieu de mesurer une force exercée par la buse sur le plateau. Je pense que c'est plus économique et plus facile à interpréter que quand on a 4 capteurs sur lesquels il faut déduire les forces exercées de chaque côté.
Le capteur de fin de filament est aussi intégré dans la tête, donc vous ne le verrez pas, il est intégré au niveau de l'extrudeur. Et pour les caractéristiques de vitesse, on a une machine qui ira jusqu'à 500 mm par seconde en déplacement souvent et pas en impression, en tout cas ça sera sa vitesse max, et des accélérations de 12 000 mm par seconde au carré. C'est pas la machine la plus rapide, c'est pas ce qu'on lui demande, et à partir du moment où on a un plateau qui se déplace en Y, et vous allez le voir dans les résultats d'impression, eh bien on peut pas aller non plus trop vite parce qu'un plateau a de l'inertie et que ça peut créer des déformations sur les pièces. Alors je vais vous montrer maintenant ce que j'ai imprimé. Alors j'étais surpris, il n'y avait pas de benchy pré-slicé sur l'imprimante, il a fallu que j'en fasse un. Habituellement il y en a un qui est fait en 10-15 minutes, le truc qui montre que la machine elle va hyper vite et qu'elle imprime hyper bien, il n'y en avait pas. Donc j'ai imprimé un benchy que j'ai slicé sur Creality Print. J'ai imprimé le bac à déchets qui était fourni dans l'imprimante. J'ai imprimé aussi le petit dragon que je vous avais montré dans d'autres machines multicolores. Ça permettra de faire une comparaison. Et puis en fait, il y a plein de petits détails qui peuvent être chiants et montrer que la machine a du mal à séparer les couleurs. Je trouvais que c'était plutôt pertinent. Il y a un torture test, le 3D printer test. Et puis j'ai aussi imprimé des Kali Dragon et puis un prototype d'un projet que je suis en train de faire et dont la vidéo devrait sortir peut-être la semaine prochaine, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Au niveau du bruit de la machine, j'ai pas trouvé d'informations sur le site de Creality. Ce que j'ai mesuré, c'est 52 dB en pointe et une moyenne environ 51,5 dB. Qui en fait une machine ouverte très silencieuse. Pour commencer, j'ai imprimé un premier Kali Dragon avec le filament noir de chez Creality. Alors dans l'ensemble, le Kali Dragon est super bien sorti, sauf que sur un côté, bon là on peut voir que la première couche est super bien. Voilà, sur ce côté-là, on peut voir des ondulations verticales. Je me suis dit que peut-être ça venait de mon meuble où j'ai imposé l'imprimante qui bouge beaucoup, qui vibre beaucoup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis à jour le firmware et que ensuite j'ai posé l'imprimante par terre pour voir si elle absorbait mieux les vibrations. Et en fait, le résultat est pire, donc peut-être un problème de firmware sur la dernière version. Ensuite, j'ai imprimé un benchy. Pareil, dans l'ensemble, le benchy est plutôt propre, hein. Alors, on a quelques artefacts qui sont liés à la lumière et pas à l'impression. Et on a quand même encore quelques ondulations sur cette partie-là. Sinon, très peu de stringing, et dans l'ensemble, c'est propre. Alors sur le 3D printer test, hein, sur la façade, c'est pas extrêmement beau, hein, on ressent les vibrations aussi. Pas de sous- ou surextrusion. Là où les autres pièces avaient une première couche parfaite, là on se retrouve avec des trous, je sais pas les expliquer. Peut-être un plateau un peu mal nettoyé. Et puis on peut voir sur les overhangs qu'elle s'en sort vraiment très bien, hein, entre 75 et 80 degrés d'overhang. Ensuite une pièce proto que j'ai imprimée pour un projet. Alors c'est du blanc, on voit pas trop les défauts, mais dans l'ensemble la pièce est très bien sortie. Et puis ensuite on a ce petit dragon multicolore, donc on voit qu'il y a un petit peu de stringing, mais c'est vraiment extrêmement négligeable, hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et par contre, on peut voir que la délimitation des couleurs est vraiment parfaite. C'est vraiment très propre. Et puis l'articulation aussi, elle fonctionne très bien. C'est jamais simple, hein, de filmer comme ça une impression et de vous montrer le rendu. Donc j'essaye de faire au mieux. Si jamais vous avez des questions ou d'autres points de vue que vous avez envie de voir, je pourrais aussi le faire sur différents postes. On voit que la première couche là elle est encore parfaite, il devait rester une petite cochonnerie qui a fait qu'il y a une petite trace dessous, mais voilà, dans l'ensemble c'est propre. J'ai aussi imprimé ce bac à déchets qui est livré déjà slicé dans l'imprimante et qu'on peut imprimer pour pouvoir récupérer les déchets générés par l'imprimante. Et là on peut voir que c'est pas terrible, je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de sous-extrusion très proche de la première couche et puis peut-être 1 centimètre après. Il y avait un brim d'office sur cette pièce pour éviter le warping. Ouais, je sais pas s'il y avait une grande utilité sur une pièce de cette surface. Bon, bien sûr, le brim s'enlève assez facilement. Après, avec un débavureur, vous pourrez retirer plus facilement et plus proprement
le reste de filament. On peut voir que la première couche est propre, on a peut-être une amorce de warping qui aurait pu se faire sur les côtés. Là on voit que c'est pas de la même couleur. Et si on regarde sur les déchets, donc sur le dragon, voilà la quantité de déchets qui a été générée pendant cette impression de ce petit dragon, 4 couleurs, avec des changements de couleurs quand même récurrents sur les mêmes couches. On arrive à 117 grammes de déchets avec la tour de purge pour seulement 10 grammes, 11 grammes de matériaux utilisés pour imprimer ce petit dragon. Avec cette nouvelle imprimante, Creality attaque clairement ses concurrents directs qui sont Bambu Lab avec la A1 et puis la Cobra 3 de chez Anycubic qui a aussi un module multifilament qui s'appelle le Ace Pro. D'ailleurs c'est le même que j'ai présenté avec la Cobra S1. J'ai pas eu la chance de tester les deux autres machines, j'avais refusé la Cobra 3 parce que j'avais pas le temps, Geekbag me l'avait proposé. Et sur la A1, j'ai acheté la A1 mini que j'ai pas encore eu le temps de vous présenter, mais que je ferai prochainement. Alors, elle commence à dater, mais j'ai une petite idée de comment vous la présenter. Le gros avantage de cette machine, c'est que, elle a un prix qui est plus attractif en tout cas que la Bambu, puisqu'elle est à 329 €. Et la Bambu, elle est juste en face sur mon écran, elle est à 341. Donc ça, c'est en version simple. Ça reste quand même assez proche. D'ailleurs, si vous deviez acheter la machine simple sans multifilament, je vous conseillerais plutôt d'acheter une A1. Maintenant, en combo avec le CFS, cette Creality Eye est à 489 €, alors que la A1 est à 503. Vous allez me dire que l'écart est encore faible, mais on a un CFS fermé avec affichage de la température et de l'humidité chez Creality, alors qu'on a un AMS Lite chez Bambu, qui permet pas de protéger vos filaments et puis qui est peut-être un peu moins performant. Et puis surtout, il a 4 tubes PTFE qui arrivent à la tête de la machine, d'ailleurs comme chez Anycubic, ce qui peut être moins pratique. Ce qu'on peut reprocher à cette Creality Eye en version combo, tout d'abord, c'est la longueur du câble qui va vers le CFS. Vous serez un peu limité, vous pourrez pas le mettre où vous voulez puisque le câble est très court, celui qui va jusqu'au hub. Et du coup, vous ne pourrez pas la coller sur une étagère au-dessus ou la mettre trop loin. Il va falloir mettre les deux machines l'une à côté de l'autre. Un autre reproche que je ferais, c'est la qualité de la vidéo et la qualité de l'éclairage qui est complètement nulle. Vous ne pourrez pas faire de la surveillance ou du time-lapse si jamais vous êtes dans le noir. Et puis si vous faites du time-lapse, ça sert à rien en fait. Si pour diffuser ce genre de time-lapse, il n'y a pas grand intérêt. En plus, l'angle de vue, alors c'est pareil sur la A1, mais il ne permet pas de mettre en valeur le sujet qu'on est en train d'imprimer. En ce qui concerne les petits défauts d'impression qu'on a pu voir, je pense qu'une nouvelle mise à jour du firmware devrait corriger ça. Ça marchait mieux avant qu'après la dernière mise à jour. Voilà, c'est peut-être un petit loupé sur le firmware. Et puis peut-être aussi que des mises à jour des profils du slicer pourraient améliorer ces petits défauts. Alors, j'ai pas testé avec Orca Slicer, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et puis je posterai ça sur Insta ou sur YouTube sous un format short avec les résultats d'impression que j'aurais pu slicer avec Orca. Aujourd'hui, la question que je me pose sur cette imprimante, c'est est-ce qu'elle va remplacer la Under 3 ? Est-ce que c'est une nouvelle gamme de machines qui est faite pour durer ou pas ? C'est un peu compliqué à savoir avec Creality, qui a tendance à sortir des machines assez souvent. Malgré cela, on arrive toujours à avoir des pièces détachées et puis il y a des fabricants et revendeurs externes qui fabriquent toujours des accessoires pour les différentes imprimantes de chez Creality. Ce qu'on peut regretter de mon point de vue, c'est que Creality a copié la Bambu Lab A1. Ça peut se voir à plusieurs points de vue, le châssis, la manière dont il est constitué, la manière dont est entraîné le plateau sur l'axe Y, les tiges trapézoïdales qui sont à l'intérieur des profils du portique. Tout ça fait que c'est plus qu'une simple inspiration, on se retrouve vraiment, pour moi, sur un modèle copié, et j'aurais aimé que ça soit pas juste une copie, qu'il y ait un petit truc en plus. Si jamais c'est ce type de format d'imprimante que vous recherchez, ça peut être la machine idéale. Surtout si vous voulez faire du multicouleur ou du multimatériau. Vous pourrez rajouter un CFS si vous avez besoin ou si vous le souhaitez pour moins de 300 €. Ce qui me dérange un peu, c'est que l'écart de prix est très faible avec Bambu, mais si vous êtes patient,
En général, les prix des machines Creality baissent au bout de quelques semaines. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous faire un avis sur la Creality i. Je vous invite à aller regarder d'autres créateurs de contenu qui ont aussi testé cette machine. Prendre plusieurs avis, c'est toujours mieux pour pouvoir être sûr du vôtre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, liker et bien sûr à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.